Le marteau claque. Le juge pâlit en lisant mon passeport. 71 ans, 45 ans de silence troqués contre leur pilule. Il prononce mon nom disparu. Et le chiffre, 890 millions. J'ouvre l'enregistreur, 4 pistes. Il ignore la 4e. Quand j'appuie sur lecture, la salle entière vacille. Le marteau du juge frappe le bois sombre et le son résonne dans mes os, comme l'écho de toutes les années que j'ai vécues en silence. Me voici, Élise Montero, 71 ans, assise dans cette salle d'audience glaciale, mes mains ridées serrant un dossier jauni que je garde depuis des décennies. Mon cœur bat si fort que j'ai peur que tout le monde l'entende. En face de moi, mon fils Augusto, 45 ans, ajuste sa cravate avec cette arrogance calculée que je connais trop bien. À côté de lui, Bruna, ma belle-fille, croise ses jambes gainées de soie avec l'élégance froide d'une prédatrice. Ses ongles vernis tapotent son sac, Hermès, un sac qui coûte plus que ce que je dépense en nourriture pendant 6 mois. « Madame Monteiro », dit le juge Henri Salle, ses yeux gris me scrutant par-dessus ses lunettes. « Votre fils et votre belle-fille demandent votre mise sous tutelle pour incapacité mentale. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations ?» Mes doigts se crispent sur le dossier. À l'intérieur se trouve l'épreuve d'une vérité que j'ai cachée pendant 45 ans, la protégeant comme un trésor ou une blessure qui ne peut pas guérir. Mais aujourd'hui, dans ce tribunal de la rue Servien à Lyon, il est temps de révéler qui je suis vraiment. Votre honneur, ma voix sort plus ferme que je ne l'espérais. Je ne suis pas la vieille couturière sénile qu'ils prétendent. Je suis quelqu'un que vous connaissez déjà, même si vous ne vous en souvenez pas encore. Je vois Augusto froncer les sourcils. Bruna me regarde avec ce sourire condescendant qui ne touche jamais ses yeux. Ce masque de préoccupation posé sur une avidité pure. Pendant des mois, j'ai supporté leur petite cruauté. Le comprimé pour mieux dormir que Bruna me glissait après chaque dîner. Les regards échangés quand ils pensaient que je ne voyais pas. Les conversations téléphoniques qu'ils croyaient secrètes. Je me suis si bien cachée derrière cette apparence humble que même mon propre fils ne sait pas qui est sa mère. Chignon bas, robe de coton délavé, appartement modeste dans la Croix-Rousse, avec vue sur une ruelle où je descends chaque matin acheter ma baguette et mon fromage au marché. Pendant des décennies, j'ai été la couturière discrète qui raccommodait les ourlets des robes de mariée des femmes riches pendant que je mangeais des croissants froids au pied d'une vitrine. Mais ce que personne ne sait, ce que même Augusto ignore, c'est qu'avant tout cela, j'étais l'héritière de l'Empire Montero. Construction, hôtel, vignoble dans le Bordelais. J'ai renoncé à cette fortune devant les caméras et les notaires quand je suis tombée amoureuse d'un homme simple qui est mort trop tôt. Ma famille m'a déshéritée et j'ai voulu disparaître. J'ai réussi. Trop bien. Je suis si heureuse que vous soyez là pour entendre mon histoire. Si vous aussi, vous avez déjà vécu quelque chose de similaire en famille, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de réagir, laissez un like sur cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires arrivent. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait énormément. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail ce qui s'est passé quand j'ai ouvert cette enveloppe devant le juge. L'escalade a commencé il y a 3 mois. D'abord, l'humiliation mesquine. Bruna avait apporté des photos de moi avec mes vêtements à l'envers, feignant l'inquiétude. Je savais que ce matin-là, elle avait discrètement échangé mes chaussures pour embrouiller ce jury social que nous sommes tous. Une méchanceté calculée pour me rabaisser. « Regardez votre honneur », disait-elle avec sa voix cristalline portant du venin. Elle ne se souvient même plus comment s'habiller. Puis la conspiration plus grande, Augusto a présenté des relevés bancaires en prétendant que je dilapidais le peu que j'avais. Mensonge. Chaque euro que je dépensais était noté dans un carnet que je garde depuis 1978. Mais leur voix résonnait dans la salle avec une autorité qu'ils n'avaient jamais eue dans ma cuisine. « Monsieur le juge, dit Augusto, ma mère a donné 15 000 € à un inconnu la semaine dernière. Elle prétend que c'était pour une œuvre de charité, mais nous n'avons aucune preuve. Je me lève lentement. Augusto, cet homme n'était pas un inconnu. C'était le fils de Madame Dubois, ma voisine, qui avait besoin d'une opération urgente. J'ai le reçu, les coordonnées de l'hôpital et même une lettre de remerciement. Bruna ricane. Des papiers qu'elle a pu falsifier. Votre honneur, ma belle-mère invente des histoires pour justifier ses dépenses irrationnelles. C'est à ce moment que le juge Henri Salle demande à voir mes papiers d'identité.
Routine administrative, pense-t-il. Mais quand il ouvre mon passeport et lit mon nom complet, son visage se transforme. La couleur quitte ses joues comme si le sang avait soudainement gelé dans ses veines. Élise, Montero de Bourbon-Montpensier? Un murmure traverse la salle comme une onde de choc. Le nom résonne dans l'air épais du tribunal. Je vois les avocats lever la tête de leur dossier, les greffiers stopper leur clavier. Même Augusto semble désorienté par cette réaction. Le juge retire ses lunettes, les nettoie nerveusement, les remet. « Madame, êtes-vous la même Élise Montero qui a renoncé à l'héritage familial en 1978 ?» Je respire profondément. 45 ans de silence vont exploser dans cette salle. « Oui, votre honneur, je suis cette femme. » Le silence qui suit est si profond qu'on entend le tic-tac de l'horloge murale. Augusto me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. Bruna a la bouche entr'ouverte. Aucun son n'en sort. Le juge se racle la gorge. « Madame, je dois vous informer que le cabinet notarial Dubois & Associés de Bordeaux me recherche depuis 15 ans, en qualité d'exécuteur testamentaire désigné par vos oncles décédés, sans héritier direct. » Mon cœur s'arrête. Mes oncles Raoul et Philippe. Les derniers de la lignée après moi. Il y a un trust, madame. Un héritage en souffrance. Les recherches internationales ont été discrètes pour respecter votre volonté de disparition, mais il consulte rapidement un dossier que son assistant lui tend. Le patrimoine estimé s'élève à 890 millions d'euros. Bruna s'effondre littéralement sur sa chaise. Augusto devient livide. Ses mains tremblent sur la table. Dans cette salle, je viens de cesser d'être la pauvre femme pour redevenir celle que je n'ai jamais cessé d'être, l'héritière qui se promenait déguisée dans le quartier. « Votre honneur », dis-je en me levant, ma voix portant maintenant une autorité que j'avais oubliée. Avant de discuter de cette succession, j'aimerais que ce tribunal entende certaines choses que mon fils et ma belle-fille ont dites quand ils pensaient que personne ne les écoutait. J'ouvre mon dossier et en sort un petit enregistreur numérique. Pendant des mois, ils ont planifié ma mise sous tutelle. Pas par amour, pas par inquiétude, par cupidité pure. J'appuie sur lecture. La voix de Bruna emplit la salle. Si la tutelle sort, on prend l'appartement et elle va en maison médicalisée. C'est une question de temps avant qu'elle claque. Augusto tente de se lever. « Maman, je peux expliquer. »« Silence, » dit le juge. « Laissez continuer. » La deuxième piste audio révèle leur plan pour falsifier une évaluation psychiatrique. La troisième expose comment ils avaient déjà un acheteur pour mon appartement. Et la quatrième brise ce qui restait de mon cœur de mère. C'est la voix d'Augusto. De toute façon, à son âge, un petit accident peut arriver. Une chute dans l'escalier, un comprimé de trop. Qui va poser des questions pour une vieille de 71 ans? Le silence dans la salle est assourdissant. Je vois des jurés essuyer leurs yeux. L'avocat de mes enfants range ses papiers, sachant que sa cause est perdue. « Votre honneur », ma voix tremble mais tient bon. Pendant 45 ans, j'ai renoncé à 890 millions d'euros par amour. Aujourd'hui, j'accepte cet héritage par nécessité. Mes enfants viennent de me prouver que l'amour familial ne peut pas s'acheter, mais que l'absence d'amour, elle, a un prix très élevé. Tout a commencé un mardi soir de septembre, quand j'ai découvert qui étaient vraiment mes enfants. J'étais dans ma petite cuisine, préparant ma tisane de camomille habituelle, quand j'ai entendu des voix venant du salon. Augusto et Bruna étaient arrivés pour le dîner. Enfin, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Mais leurs murmures urgents m'ont alerté. J'ai éteint la bouilloire et me suis approché de la porte entr'ouverte, mes pantoufles silencieuses sur le carrelage froid. « Il faut accélérer les choses », disait Bruna, sa voix habituellement mielleuse maintenant tranchante comme une lame. Elle commence à poser trop de questions sur les virements. Mon sang s'est glacé. Quel virement? Calme-toi, répondait Augusto. Le médecin conseil que tu as contacté accepte de signer le rapport d'incapacité mentale pour 5 000 €. Une fois qu'on aura la tutelle, on pourra vendre l'appartement et liquider ses comptes. Mes jambes ont failli me lâcher. Je me suis agrippée au chambranle de la porte, sentant la nausée monter dans ma gorge comme de la bile brûlante. Mon propre fils parlait de moi comme d'un obstacle à éliminer. « Et si elle refuse de coopérer ?» demandait Bruna. « Elle ne refusera pas. Tu as vu comme elle devient confuse après tes petites pilules. On dira qu'elle a des troubles cognitifs, qu'elle représente un danger pour elle-même. Le tour est joué. Les pilules. Ces comprimés pour mieux dormir qu'elle me donnait chaque soir avec son sourire de façade. Mon estomac s'est retourné violemment.
J'ai couru aux toilettes, vomissant toute ma détresse. Quand je suis revenue dans le couloir, leur voix avait baissé, mais j'entendais encore leurs mots empoisonnés. « Combien on peut récupérer au total ?» chuchotait Bruna. « L'appartement vaut au moins 380 000 euros. Ses économies, peut-être 50 000. Plus ses bijoux anciens. Ma grand-mère lui avait légué des pièces qui valent une petite fortune. Pas mal pour une vieille couturière qui prétend vivre avec sa petite retraite. » Ils ont ri. Un rire froid, calculateur, qui m'a transpercé le cœur comme une flèche glacée. J'ai attendu qu'ils partent, le sourire hypocrite collé aux lèvres, m'embrassant sur les joues, avec cette tendresse feinte qui me donnait maintenant envie de vomir. « Bonne nuit, maman. Prends bien ton comprimé. » Cette nuit-là, j'ai jeté le comprimé dans les toilettes et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai fouillé dans le sac de Bruna qu'elle avait oublié sur ma commode. À l'intérieur, j'ai trouvé un carnet avec des notes griffonnées, Dr Martineau, expertise psychiatrique, 5 000 euros, notaire complice, acte de vente anticipé, 2 000 euros, maison médicalisée Savoie, 3 500, mois, assez loin pour pas de visite. Mes mains tremblaient en lisant. Ils avaient tout prévu. Ma mort sociale, mon effacement, ma disparition. Mais le pire était à la fin du carnet. Dette Augusto, Casino Lyon, 127 000 euros, prêteur privé, urgent. Mon fils avait des dettes de jeu. Ma mise sous tutelle n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la survie. Pour lui. J'ai photographié chaque page avec mon vieux téléphone, mes doigts arthritiques luttant avec l'écran tactile, puis j'ai tout remis en place. Le soir même, Bruna est revenue chercher son sac. « Ah, ma tête, j'oublie tout en ce moment », a-t-elle dit avec ce rire cristallin qui sonnait maintenant comme du verre brisé. « Ça arrive à tout le monde, ma chérie », ai-je répondu, mon sourire de grand-mère cachant la furie qui grandissait en moi. Cette semaine-là, j'ai découvert l'étendue de leur trahison. En vérifiant mes relevés bancaires, ceux qu'Augusto croyait que je ne comprenais plus, j'ai trouvé 3 virements que je n'avais jamais autorisés. 2 500 euros en juillet. Réparation urgente, appartement Augusto. 4 200 euros en août. Frais médicaux Bruna. 1 800 euros en septembre. Dépannage voiture. Au total, 8 500 euros volés en 3 mois. Ils avaient réussi à falsifier ma signature. Ou plutôt, ils m'avaient fait signer des papiers en me disant que c'était pour mes assurances ou mes impôts. Ma naïveté me donnait envie de gifler cette vieille femme stupide dans le miroir. Mais la révélation la plus glaçante est venue le vendredi soir. J'avais installé mon téléphone dans le salon, caché derrière un bouquet de fleurs artificielles, enregistrant leur conversation pendant qu'ils me croyaient endormis après leur maudit comprimé. « Le rendez-vous chez le juge est fixé au 15 octobre, disait Augusto. Martineau va confirmer qu'elle n'a plus ses facultés mentales. Et après ? Après, on la place en urgence. J'ai trouvé un établissement dans les Alpes, à 300 km d'ici. Assez loin pour qu'elle ne puisse pas revenir, assez isolée pour que personne ne la visite. Et si elle proteste, qui va l'écouter? Une femme sénile qui divague? De toute façon, une fois qu'elle sera là-bas, le silence qui a suivi était plus terrifiant que tous leurs mots. J'ai compris qu'ils ne parlaient pas seulement d'internement. Ils parlaient de ma disparition définitive. Cette nuit-là, j'ai pris la décision qui allait changer ma vie. J'allais me battre. Mais pas comme la petite couturière effacée qu'ils pensaient reconnaître. J'allais me battre comme l'Élise Monteiro que j'avais été avant de choisir l'amour plutôt que le pouvoir. Le lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le tableau de ma chambre. À l'intérieur, 47 ans d'économie méticuleuse, 250 000 euros en espèces et en obligations. L'argent que j'avais gardé au cas où. Le cas où venait d'arriver. J'ai pris 15 000 euros et j'ai pris le tramway jusqu'au centre-ville de Lyon. Destination. Le cabinet d'avocat Dubois & Associés, recommandé par une ancienne cliente dont j'avais raccommodé la robe de mariée. Maître Claire Dubois était une femme de 45 ans, aux cheveux courts et au regard perçant. Quand je lui ai raconté mon histoire, ses yeux se sont durcis. « Madame Monteiro, ce que vous décrivez constitue plusieurs délits. Abus de faiblesse, escroquerie et possiblement tentative d'empoisonnement. Nous allons porter plainte. » « Non, ai-je dit fermement. Pas encore. D'abord, je veux réunir plus de preuves. Je veux être sûre de les détruire complètement. » Elle a souri, un sourire de chasseuse qui avait trouvé sa proie. « Dans ce cas, madame, nous allons leur tendre un piège.
C'est ainsi qu'a commencé la semaine la plus dangereuse de ma vie. Claire m'a équipé d'un enregistreur professionnel, minuscule, que je pouvais cacher dans mes vêtements. Nous avons installé des caméras discrètes dans mon salon et ma cuisine. Et j'ai commencé à jouer le rôle de ma vie. La vieille femme de plus en plus confuse, de plus en plus facile à manipuler. Chaque soir, je prenais leur comprimé, le gardais sous ma langue et le recrachais dès qu'ils avaient le dos tourné. Puis je faisais semblant de somnoler pendant qu'ils parlaient librement de leur plan. En 3 jours, j'avais 14 heures d'enregistrement. Leur voix planifiant ma destruction, calculant mes biens, riant de ma prétendue démence. Mais la découverte qui m'a brisé le cœur est venue le jeudi soir, quand Augusto a dit à Bruna « Tu sais, parfois je me demande si elle était vraiment ma mère ou juste la femme qui m'a élevée. Elle n'a jamais eu l'instinct maternel. Toujours froide, toujours distante. Froide? Distante? Moi qui avais travaillé 14 heures par jour pour payer ses études de commerce? Moi qui avais vendu mes bijoux de famille pour financer son premier appartement? Moi qui avais renoncé à me remarier pour ne pas le perturber? Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai pleuré. Mais mes larmes n'étaient plus de tristesse. C'était de la rage pure, cristallisée en diamants de colère. Le vendredi matin, Claire m'a appelé. « Élise, j'ai une nouvelle qui va changer la donne. Le notaire de Bordeaux vient de me contacter. Il cherche Élise Montero de Bourbon-Montpensier depuis 15 ans pour une succession. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?» Mon cœur s'est arrêté. Mes oncles, les derniers de la lignée Montero. « Combien ?» ai-je murmuré. « 890 millions d'euros. » Le téléphone a glissé de mes mains, dans ma petite cuisine aux carreaux ébréchés, tenant mes 15. 0 euros d'économie, je venais d'apprendre que j'étais l'une des femmes les plus riches de France. Mes enfants voulaient me voler 430 000 euros. Ils ne savaient pas qu'ils essayaient de tuer une femme qui valait 890 millions. L'ironie était si parfaite que j'ai éclaté de rire. Un rire libérateur, vengeur, qui résonnait dans ma cuisine comme une promesse. Ils allaient découvrir qui était vraiment Élise Montero. Et ils allaient le regretter pour le reste de leur vie. Le lundi matin suivant, j'ai pris une décision qui allait transformer la petite couturière effacée en chasseuse impitoyable. J'allais enquêter sur mes propres enfants comme s'ils étaient des criminels. Parce que c'est exactement ce qu'ils étaient. Claire m'avait donné rendez-vous dans son bureau à 9 heures. En traversant la place Bellecour sous le soleil automnal, je me sentais différente, plus droite, plus déterminée. Mes pas résonnaient sur les pavés avec une autorité que je n'avais plus ressentie depuis des décennies. « Élise », m'a dit Claire en refermant la porte de son bureau. « J'ai contacté le notaire de Bordeaux. Votre identité est confirmée. Vous êtes bien l'héritière Montero. Mais pour l'instant, gardons cela secret. C'est notre arme de destruction massive. » Elle a sorti un dossier épais. J'ai fait quelques recherches préliminaires sur Augusto et Bruna. Ce que j'ai découvert va vous glacer le sang. Elle a ouvert le dossier et étalé des documents sur sa table en acajou. Augusto a des dettes de jeu pour 127 000 euros, comme vous l'avez découvert. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il doit aussi 99 000 euros à des prêteurs privés, des gens peu recommandables qui ne plaisantent pas avec les remboursements. Mon estomac s'est noué. Combien au total ? 216 000 euros. Et les intérêts courent à 15% par mois. J'ai calculé rapidement. Dans 6 mois, sa dette aurait doublé. Bruna, elle, a contracté plusieurs emprunts en votre nom. Faux papiers, fausse signature. 23 000 euros chez Cofidis, 31 000 chez Sofinco, 18 000 en crédit renouvelable à la Banque Postale. Comment est-ce possible? Elle a utilisé une copie de votre carte d'identité et falsifié votre signature. Techniquement, c'est vous qui devez ces 72 000 euros. Si elle arrive à prouver votre incapacité mentale, elle pourra faire annuler ses emprunts pour vous protéger. Mais en réalité, elle a déjà dépensé l'argent. Je sentais la colère monter en moi comme de la lave en fusion. Qu'est-ce qu'elle a acheté avec mon argent? Claire a tourné une page. Un séjour aux Maldives en février. 8 500 euros. Des bijoux chez Cartier, 12 000 euros. Une cure de rajeunissement en Suisse, 15 000 euros. Le reste en shopping de luxe et restaurants gastronomiques. Pendant que je mangeais des pâtes réchauffées et comptais chaque euro, ma belle-fille se prélassait aux Maldives avec mon argent volé. Mais ce n'est pas tout, a continué Claire, son ton devenant plus sombre. J'ai un contact à la gendarmerie. Augusto fait l'objet d'une enquête discrète pour blanchiment d'argent. Il semblerait qu'il aide ses créanciers à recycler de l'argent sale à travers de fausses factures. Bomba 1. Le fils criminel.
Mes jambes ont failli me lâcher. Mon fils n'était pas seulement un joueur endetté et un voleur. Il était impliqué dans des réseaux criminels. S'il se fait arrêter, ai-je murmuré, il ira en prison pour de bon. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a besoin de votre argent si urgemment. Pas seulement pour rembourser ses dettes, mais pour s'enfuir si nécessaire. Claire a refermé le dossier et m'a regardé droit dans les yeux. Élise, vos enfants ne veulent pas seulement vous voler. Ils veulent vous faire disparaître parce que vous êtes le seul témoin de leur crime. Une fois que vous serez interné, qui ira vérifier les virements frauduleux? Qui questionnera les signatures falsifiées? La nausée m'a prise d'un coup. Je me suis précipitée vers la salle de bain de Claire, vomissant toute ma détresse. Quand je suis revenue, elle m'a tendu un verre d'eau et un mouchoir. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons un avantage. Ils ne savent pas qu'on sait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue leur jeu en mieux qu'eux. J'ai contacté un détective privé, Michel Rousseau, ancien policier, très discret, très efficace. Il va surveiller leurs mouvements pendant qu'on prépare notre contre-attaque. Le mardi après-midi, j'ai rencontré Michel dans un café près de la gare de Lyon-Pardieu. C'était un homme de 55 ans, aux cheveux grisonnants, avec des yeux perçants qui semblaient tout analyser. Il m'a tout de suite inspiré confiance. « Madame Montero, j'ai étudié votre dossier. Vos enfants ne sont pas de simples escrocs. Ils opèrent avec une méthode quasi professionnelle. J'ai besoin de 3 semaines pour réunir des preuves solides. » 3 semaines? Mais leur rendez-vous chez le juge est dans 15 jours. Justement, on va utiliser ce délai. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. Continuez à jouer la confusion, prenez leurs faux comprimés. Moi, je vais filmer leur rencontre avec le médecin complice, photographier leurs documents falsifiés, enregistrer leurs conversations avec leurs créanciers. Il a sorti un petit boîtier électronique. Voici un traceur GPS, très discret. Vous pourrez le glisser dans le sac de Bruna ou la voiture d'Augusto. Je saurai toujours où ils sont. Cette semaine-là, j'ai vécu dans une dualité étrange. Le jour, j'étais la vieille Élise confuse, qui oubliait les noms, mélangeait les dates, laissait Bruna gérer mes papiers. Le soir, j'étais l'enquêtrice méthodique, compilant des preuves, préparant ma vengeance. Michel m'appelait chaque jour avec ses découvertes. Le mercredi, Augusto a rencontré ses créanciers dans un entrepôt de Vénissieux. J'ai les photos. Le jeudi, Bruna a retiré 5 000 € de votre compte avec une fausse procuration. Transaction filmée. Le vendredi, ils ont visité 3 maisons de retraite médicalisées dans les Alpes. Ils négocient un placement d'urgence. Chaque révélation était un coup de poignard, mais aussi une pièce de plus dans mon puzzle de justice. Bomba 2, la vente anticipée. Le samedi matin, Michel m'a appelé, sa voix tendue par l'urgence. « Élise, il faut qu'on se voie immédiatement. J'ai découvert quelque chose de gravissime. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc de la Croix-Rousse. Michel avait l'air préoccupé. « Vos enfants ont déjà vendu votre appartement. » Mon sang s'est glacé. « Comment ça, vendu? » Ils ont trouvé un acheteur complice, monsieur Leroy, promoteur immobilier. Le contrat de vente est signé et daté de la semaine prochaine, après votre supposée interdiction. Prix 320 000 €, soit 60 000 de moins que la valeur réelle. Mais je n'ai signé aucun acte de vente. Non, mais ils ont une procuration falsifiée attestant votre incapacité mentale. Le notaire complice, maître Bertrand, a déjà préparé tous les documents. Votre appartement sera officiellement vendu 3 jours après le jugement de mise sous tutelle. J'ai senti mes jambes se dérober. Ils avaient tout planifié. Mon internement, la vente de mes biens, ma disparition. Il y a pire, a continué Michel. L'argent de la vente ne ira pas sur un compte bloqué comme le voudrait la loi. Il ira directement sur un compte aux îles Caïmans, ouvert par Bruna sous un faux nom. Combien? Après avoir remboursé les dettes d'Augusto et payé tous leurs complices, il leur restera environ 150 000 €. De quoi refaire leur vie à l'étranger si nécessaire. Je me suis assise sur un banc, les jambes coupées par l'émotion. Mes enfants avaient transformé ma destruction en business plan. Michel, est-ce qu'il compte vraiment me tuer? Il a hésité avant de répondre. Pas directement, mais la maison de retraite qu'ils ont choisie dans les Alpes, j'ai fait quelques recherches. 3 pensionnaires y sont morts dans des circonstances suspectes l'année dernière. Overdose médicamenteuse classée comme accident. Mon cœur s'est arrêté de battre. Ils n'avaient pas prévu de me tuer eux-mêmes. Ils avaient sous-traité ma mort. Élise, la voix de Michel était douce mais ferme. Nous devons agir maintenant, plus vite et plus fort qu'eux. Bomba 3,
Le testament falsifié. Le dimanche soir, alors que je regardais distraitement la télévision en feignant la sénilité, Augusto et Bruna sont arrivés avec un document que j'espérais ne jamais voir. « Maman », a dit Augusto avec cette voix faussement tendre qui me donnait maintenant la nausée, « on a préparé quelques papiers pour simplifier tes affaires. » Bruna a posé sur ma table basse un document relié. « C'est juste un nouveau testament, mamie Élise. Plus clair, plus moderne que l'ancien. » J'ai pris le document, mes mains tremblant de rage contenue. En première page, un testament qui léguait tous mes biens à Augusto, avec Bruna comme exécutrice testamentaire. En deuxième page, une procuration générale donnant à Bruna le droit de gérer tous mes comptes. En troisième page, une demande d'admission volontaire en maison de retraite médicalisée. « Tu signes juste ici, maman », disait Augusto en pointant les lignes marquées d'un X. « C'est pour te protéger, au cas où tu aurais des problèmes de santé. » Je les ai regardés tous les deux. Augusto avec son sourire qu'il croyait rassurant, Bruna avec ses ongles parfaits tapotant impatiemment sur son sac Hermès. Mes bourreaux en costume 3 pièces. « Vous savez, » ai-je dit lentement, « quand j'étais jeune, j'ai appris une chose importante sur les contrats. »« Ah oui ?» a dit Bruna avec condescendance. « Et quoi donc, mamie ? Il faut toujours les lire entièrement avant de signer. » J'ai commencé à lire le testament à voix haute, prenant mon temps, faisant semblant de chercher mes mots. Augusto s'impatientait, jetant des coups d'œil à sa montre Rolex, celle que j'avais payée pour ses 40 ans. « Maman, ce n'est pas la peine de tout lire, c'est du juridique standard. »« Oh, mais si, mon chéri, à mon âge, on a tout le temps. » En réalité, je mémorisais chaque clause, chaque piège juridique qu'ils avaient tendu. Et surtout, je laissais tourner l'enregistreur que Claire avait dissimulé dans ma lampe de salon. Après 1 heure de ce petit jeu, ils ont renoncé. « On reviendra demain, maman, repose-toi bien. N'oublie pas ton comprimé, » a ajouté Bruna avec son sourire empoisonné. Dès qu'ils sont partis, j'ai appelé Claire. Ils veulent me faire signer un testament falsifié demain soir. Après ça, ils auront tous les documents pour me détruire légalement. Parfait. Michel a fini son enquête. Nous avons assez de preuves pour les envoyer en prison pour 10 ans. Il est temps de passer à l'offensive. Qu'est-ce qu'on fait? Demain matin, nous déposons plainte pour abus de faiblesse, escroquerie et tentative d'homicide volontaire. Mais avant cela, nous allons leur tendre le piège du siècle. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas par angoisse, mais par excitation. Après des mois d'humiliation, l'heure de la justice approchait. Le lundi matin, Claire et Michel sont venus chez moi avec une mallette pleine de documents. « Voici le plan », a expliqué Claire. « Cet après-midi, vous signez les papiers de succession de Bordeaux. Officiellement, vous devenez propriétaire de 890 millions d'euros. Le notaire a accepté de garder le secret jusqu'à demain. Pourquoi demain? Parce que demain, c'est votre audience pour la mise sous tutelle. Augusto et Bruna seront dans la salle, convaincus de leur victoire. Et c'est là que nous allons leur exploser leur petit monde. » Michel a ajouté « J'ai préparé un dossier complet avec photos, enregistrements, preuves financières. Le procureur a ouvert une enquête préliminaire. Des mandats d'arrêt sont prêts à être signés. Et le médecin complice? Arrêté ce matin. Il a avoué avoir reçu 5 000 € pour signer un faux certificat d'incapacité mentale. Il a donné tous les noms de ses complices. Claire m'a tendu un stylo en or. « Élise, quand vous signerez ces documents tout à l'heure, vous redeviendrez officiellement Élise Montero de Bourbon-Montpensier, héritière de l'un des plus grands fortunes de France. Êtes-vous prête ?» J'ai regardé le stylo, puis mon petit appartement de la Croix-Rousse, puis mes mains ridées de couturière. Pendant 45 ans, j'avais été invisible. Pendant 45 ans, j'avais vécu dans l'ombre par choix. Demain, dans cette salle d'audience, je redeviendrai la femme que j'avais été. Et mes enfants allaient découvrir qu'on ne trahit pas impunément une Montero. Je suis prête, ai-je dit en prenant le stylo. L'après-midi même, dans l'étude notariale de Maître Dubois à Bordeaux, j'ai signé mon retour à la vie. 890 millions d'euros. Une fortune qui faisait de moi l'une des femmes les plus riches d'Europe. En sortant de l'étude, j'ai regardé mon reflet dans la vitrine d'une boutique de luxe. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu dans mes yeux autre chose que de la résignation. J'ai vu de la puissance. Le soir, quand Augusto et Bruna sont venus avec leurs faux papiers, j'ai joué mon rôle de vieille femme confuse une dernière fois. « Maman, tu signes ici pour ton Nouveau Testament. »« Bien sûr, mon chéri. Tout pour ma famille. » J'ai signé leurs documents falsifiés en souriant. Peu importait maintenant. Demain, dans quelques heures, ils découvriraient
qui ils avaient vraiment essayé de détruire. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Demain, justice serait rendue. Le mardi 15 octobre, à 14h30 précise, je pousse les lourdes portes du tribunal de grande instance de Lyon. Mes pas résonnent sur le marbre, comme un compte à rebours vers la justice. Dans le couloir, j'aperçois Augusto et Bruna, assis sur un banc, feuilletant nerveusement leurs faux documents. Ils portent leurs plus beaux costumes, lui en Hugo Boss, elle en Chanel, comme s'ils allaient à une remise de prix plutôt qu'à l'enterrement de leur mère. « Maman !» Augusto se lève et m'embrasse sur les joues. « Comment tu te sens? Pas trop stressé? » « Oh non, mon chéri, je fais confiance à la justice. Si seulement il savait à quel point. » Bruna ajuste ses boucles d'oreilles en diamant, celles qu'elle a achetées avec mon argent volé, et me sourit avec cette tendresse de façade qui me donne maintenant envie de vomir. « Ne t'inquiète pas, mamie Élise, tout va bien se passer. Dans 1 heure, tu seras en sécurité et nous prendrons soin de tout. » En sécurité. Le mot sonne comme une condamnation à mort dans sa bouche parfumée. Nous entrons dans la salle d'audience. Boiserie sombre, bancs en chêne, une atmosphère solennelle qui sent l'encaustique et la justice séculaire. Le juge Henri Salle n'est pas encore arrivé. Mais je vois maître Claire Dubois assise au premier rang, un dossier épais sur ses genoux. Nos regards se croisent. Elle hoche imperceptiblement la tête. Tout est prêt. L'audience est ouverte, annonce le greffier. Le juge Salle entre, sa robe noire flottant derrière lui comme les ailes d'un corbeau de justice. Il s'assoit, chausse ses lunettes, consulte ses notes. Nous examinons aujourd'hui la demande de mise sous tutelle de Madame Élise Monteiro, présentée par son fils Augusto Monteiro et sa belle-fille Bruna Monteiro. Il me regarde par-dessus ses lunettes. « Madame, comment vous sentez-vous ?»« Très bien, monsieur le juge. Parfaitement lucide. » Augusto se penche vers son avocat, Maître Bertrand, le notaire complice qui fait aujourd'hui office de conseil. « Votre honneur, comme vous pouvez le constater dans le rapport médical, ma mère souffre de troubles cognitifs sévères. Elle n'a plus conscience de son état. » Le juge consulte le dossier. Le docteur Martineau atteste effectivement d'une dégradation mentale préoccupante. « Votre honneur, j'interromps poliment. Puis-je vous poser une question sur ce docteur Martineau ? » « Je vous écoute, madame. Est-il normal qu'un médecin établisse un diagnostic d'incapacité mentale en échange de 0 euros ?» Un murmure traverse la salle. Augusto devient livide. Bruna agrippe son sac comme si sa vie en dépendait. « Pardon ?» dit le juge. Je sors de mon sac l'enregistreur numérique. « Votre honneur, j'aimerais que cette cour entende une conversation entre mon fils et ma belle-fille enregistrée dans mon salon la semaine dernière. » Maître Bertrand se lève. « Objection, ces enregistrements sont illégaux. »« Au contraire, » intervient Claire en se levant. Madame Monteiro était chez elle, enregistrant ses propres conversations. Parfaitement légales. Le juge fait signe de continuer. J'appuie sur lecture. La voix de Bruna emplit la salle. « Le médecin conseil que tu as contacté accepte de signer le rapport d'incapacité mentale pour 5 000 euros. » Puis celle d'Augusto. « Une fois qu'on aura la tutelle, on pourra vendre l'appartement et liquider ses comptes. » Le silence qui suit est assourdissant. Je vois des gens dans le public secouer la tête, dégoûtés. « Il y a plus, » dis-je calmement. Nouvelle piste audio. La voix de Bruna. « Combien on peut récupérer au total ? » Augusto. « L'appartement vaut au moins 380 000 euros. Ses économies, peut-être 50 000. » Ils ont ri. Ce rire froid, calculateur, résonne maintenant dans le tribunal comme un aveu de culpabilité. Le juge retire ses lunettes, les nettoie nerveusement. « Monsieur Augusto Monteiro, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? » C'est un malentendu, votre honneur. Ma mère ne comprend pas le contexte de nos conversations. » Le contexte ? Je me lève, ma voix portant une autorité que je n'avais plus utilisée depuis des décennies. Le contexte de planifier ma mort sociale ? Le contexte de falsifier ma signature pour voler 72 000 euros ? Le contexte de me droguer chaque soir pour me rendre confuse ? Maman, s'il te plaît, silence ! Ma voix claque dans la salle comme un fouet. Augusto se tasse sur sa chaise, reconnaissant soudain dans ma voix quelque chose qu'il avait oublié, l'autorité de celle qui l'a élevée. « Votre honneur, » reprend Claire, « nous demandons l'annulation immédiate de cette procédure et l'ouverture d'une enquête pour abus de faiblesse. » C'est à ce moment que le juge fait quelque chose d'extraordinaire.
Il sort un second dossier de sous son bureau. Avant d'aller plus loin, dit-il, j'ai reçu ce matin un appel du notaire Maître Dubois de Bordeaux. Il concerne directement cette affaire. Mon cœur s'emballe. Le moment est arrivé. Moment viral 1. La révélation du patrimoine. Madame Monteiro, dit le juge. Vous êtes-vous déjà appelée Élise Monteiro de Bourbon-Montpensier? Un murmure parcourt la salle. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans le tribunal. Oui, votre honneur. Et avez-vous renoncé en 1978 à l'héritage de la famille Monteiro? Oui, votre honneur. Le juge ouvre le dossier de Bordeaux. Sa voix devient solennelle. En qualité d'exécuteur testamentaire désigné par vos oncles Raoul et Philippe Monteiro, décédés sans héritier direct, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes l'unique bénéficiaire de leur succession. Il chausse ses lunettes et lit. Patrimoine total de la succession Monteiro, 890 millions d'euros. Bruna s'effondre littéralement sur sa chaise. Son sac Hermès glisse de ses mains et s'écrase au sol dans un bruit sec. Augusto devient d'une pâleur cadavérique. Ses mains tremblent de façon incontrôlable. Votre honneur. Ma voix reste parfaitement calme. Hier après-midi, j'ai officiellement accepté cette succession chez Maître Dubois à Bordeaux. Je me tourne vers mes enfants. Augusto, Bruna, permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Élise Monteiro de Bourbon-Montpensier, héritière de 890 millions d'euros et accessoirement la femme que vous avez essayé de tuer pour 380 000 euros. Augusto essaie de se lever, mais ses jambes ne le portent plus. C'est impossible. Tu es juste une couturière. J'étais une couturière par choix, parce que j'ai préféré l'amour à l'argent, parce que j'ai choisi votre père plutôt qu'un titre. Et vous, mes propres enfants, vous avez essayé de me tuer pour une somme qui représente 0,04% de ma véritable fortune. Moment viral 2. L'arrestation. C'est à ce moment que les portes de la salle d'audience s'ouvrent brusquement. 3 policiers en uniforme entrent, suivis par le capitaine Durand de la police judiciaire. Leurs pas résonnent sur le marbre comme un glas. « Monsieur Augusto Monteiro, » dit le capitaine, « vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse, escroquerie et blanchiment d'argent. Madame Bruna Monteiro, vous êtes également en état d'arrestation pour les mêmes chefs d'accusation, plus faux et usage de faux. » Bruna se met à hurler. « C'est un piège! Elle nous a tendu un piège! Cette vieille garce nous a manipulés !» Le capitaine sort ses menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. »« Non !» crie Augusto. « Maman, s'il te plaît, je suis ton fils, tu ne peux pas me faire ça. » Moment viral 3. La rupture définitive. Je me lève lentement et m'approche d'Augusto. Nos visages sont maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre. Je peux voir la terreur dans ses yeux, la même terreur qu'il voulait me faire vivre. Mon fils, ma voix est d'un calme glacial. Mon fils est mort le jour où il a dit « De toute façon, à son âge, un petit accident peut arriver. » Je pose ma main sur sa joue, comme quand il était petit, mais mes mots sont des lames de glace. Mon fils est mort quand il a calculé combien valait ma mort. Mon fils est mort quand il a choisi l'argent plutôt que l'amour de sa mère. Maman, pendant 45 ans, j'ai cossu tes vêtements déchirés. Pendant 45 ans, j'ai réparé tes erreurs. Pendant 45 ans, j'ai choisi de t'aimer malgré tes défauts. Les larmes coulent sur mes joues, mais ma voix reste ferme. Mais je ne peux pas réparer un fils qui veut tuer sa mère. Je ne peux pas raccommoder un cœur pourri. Je retire ma main de sa joue. Au revoir, Augusto. Profite bien de la prison. Tu auras tout le temps de réfléchir à ce que tu as perdu. Clac. Les menottes se referment sur ses poignets. Bruna, elle, crache sa haine jusqu'au bout. Tu crois que ton argent change quelque chose ? Tu resteras toujours une vieille couturière minable, une ratée qui a gâché sa vie. Je me tourne vers elle avec un sourire. Ma chère Bruna, dans 1 heure, je vais sortir d'ici libre, riche et vengée. Toi, tu vas passer les 10 prochaines années en prison. Qui a vraiment gâché sa vie ? Les policiers les emmènent. Leurs cris résonnent dans les couloirs du tribunal jusqu'à ce qu'une porte claque et fasse le silence. Le juge frappe son marteau. La demande de mise sous tutelle est rejetée. L'enquête pour abus de faiblesse est ouverte. Cette audience est levée. En sortant du tribunal, je sens le soleil de Lyon sur mon visage. Pour la première fois depuis des mois, je respire librement. Claire me rejoint sur les marches. « Comment vous sentez-vous, Élise ?» Comme si je venais de ressusciter. Et c'est exactement ça. Élise la couturière est morte aujourd'hui. Élise Monteiro de Bourbon-Montpensier vient de renaître. Et elle a des projets. 6 mois plus tard,
avril 2025, je me réveille dans mon appartement parisien du 16e arrondissement, face à la tour Eiffel, qui scintille dans la lumière dorée du matin. Mes cheveux ne sont plus tirés en chignon serré, mais coupés en un carré moderne, quelques mèches châtain clair encadrant mon visage. Au lieu de mes anciens vestidos de coton délavé, je porte une robe en soie bleu marine, simple mais élégante. Mes nouvelles lunettes à monture fine remplacent les anciennes lunettes cassées que je rafistolais avec du scotch. Mes épaules ne sont plus courbées par le poids des années. Elles sont droites, fières, portant enfin la dignité que j'avais oubliée. Mais le plus grand changement, c'est dans mes yeux. Là où il y avait de la résignation, il y a maintenant une sérénité puissante. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant de la confiance. Je suis redevenue Élise Montero, mais une version plus forte, plus sage, plus libre que celle qui avait renoncé à sa fortune en 1978. En buvant mon café dans ma cuisine moderne, si différente de celle de la Croix-Rousse, je lis le journal Le Figaro. En page 3, un article sur l'inauguration de l'Institut Élise Montero pour la protection des personnes âgées. Notre 10e antenne vient d'ouvrir à Marseille. L'Institut que j'ai créé avec 700 millions d'euros de ma succession fonctionne au-delà de mes espérances. Aide juridique gratuite, accompagnement psychologique, formation des familles à détecter les abus financiers. En 6 mois, nous avons aidé 2847 personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Chaque cas traité est une petite victoire contre l'injustice que j'ai moi-même vécue. Mon téléphone sonne. C'est Marie-Claire Durand, la directrice générale de l'Institut. Bonjour Élise. Bonne nouvelle. Le ministère de la Justice veut adopter notre protocole de détection des abus familiaux dans tous les tribunaux de France. Formidable. Et les chiffres de ce mois ? 156 plaintes déposées grâce à notre aide juridique. 89 condamnations obtenues. 23 millions d'euros récupérés pour les victimes. 23 millions. En un mois. L'argent que mes oncles avaient amassé sert maintenant à protéger ceux qui n'ont personne pour les défendre. Après avoir raccroché, je consulte mes messages. Un email de Maître Claire Dubois, devenue une amie précieuse. Élise, excellente nouvelle. La cour d'appel a confirmé les condamnations. Augusto, 12 ans ferme. Bruna, 10 ans ferme. Plus jamais ils ne pourront nuire à personne. 12 ans, 10 ans. Ils sortiront quand Augusto aura 57 ans et Bruna 49. Leurs plus belles années perdues, comme ils voulèrent me voler les miennes. Le docteur Martineau, lui, a écopé de 5 ans d'interdiction, d'exercer plus 2 ans de prison avec sursis. Maître Bertrand, le notaire complice, a été radié à vie et condamné à 4 ans ferme. Tout le réseau de corruption que mes enfants avaient tissé s'est effondré comme un château de cartes. Leurs dettes ? Les créanciers d'Augusto n'ont jamais récupéré leurs 216 000 euros. Les emprunts frauduleux de Bruna ont été annulés, mais elle devra rembourser chaque centime à sa sortie de prison, soit 72 000 euros plus les intérêts. Le système judiciaire a été impitoyable avec eux, comme ils avaient voulu l'être avec moi. À 11 heures, je retrouve ma nouvelle routine, une promenade dans les jardins du Trocadéro. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Madeleine, 73 ans, ancienne institutrice de Lille. Sa fille unique tentait de la déposséder de sa maison familiale par chantage affectif. Grâce à l'Institut, Madeleine a pu garder son patrimoine et couper les ponts avec sa fille toxique. « Élise, me dit-elle en me serrant la main, vous m'avez sauvé la vie, littéralement. »« Non, Madeleine, vous vous êtes sauvée vous-même. Moi, j'ai juste donné les outils. Nous marchons ensemble, 2 femmes qui ont refusé de mourir dans l'indifférence. » Madeleine me raconte sa nouvelle vie, des cours de peinture, un groupe de lecture, même un soupirant de 75 ans qui lui fait la cour au marché. « Et vous, Élise, pas de regrets pour vos enfants ?» Je réfléchis avant de répondre. J'ai pleuré l'Augusto que j'avais élevé, l'enfant innocent qui me disait « Je t'aime maman » avant de s'endormir. Mais l'homme qui a planifié ma mort ? Non, aucun regret. Et s'ils demandaient pardon à leur sortie de prison ? Les vraies excuses viennent avec des actes, pas des mots. S'ils prouvent qu'ils ont changé, s'ils consacrent leur vie à réparer le mal qu'ils ont fait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous parler, mais jamais plus comme mère et fils. Cette relation-là est morte à jamais. L'après-midi, je visite notre nouvelle antenne parisienne de l'Institut, située avenue Foch. Les bureaux sont lumineux, accueillants, avec des fauteuils confortables et du thé toujours chaud pour les visiteurs. Sur les murs, des photos de toutes les personnes que nous avons aidées, des visages qui sourient à nouveau.
Lucie, notre psychologue, me présente les statistiques. En 6 mois, 73% de nos bénéficiaires ont rompu avec leur famille toxique et retrouvé leur autonomie financière. 89% disent avoir retrouvé confiance en eux. Ces chiffres me réchauffent le cœur plus que tous les millions du monde. Le soir, dans mon salon parisien, je regarde les informations. Un reportage sur l'augmentation des abus financiers contre les personnes âgées. Le journaliste cite l'Institut Élise Monteiro comme exemple européen de lutte contre ce fléau. Madame Monteiro, dit le présentateur, a transformé sa tragédie personnelle en mouvement social d'envergure nationale. Tragédie? Non. Révélation. La trahison de mes enfants m'a révélé qui j'étais vraiment. Non pas une victime, mais une combattante. En me couchant, je pense à cette phrase que j'ai fait graver sur le fronton de chaque institut. La famille se mérite par l'amour, pas par le sang. Demain, je prendrai l'avion pour Bruxelles. Le Parlement européen veut auditionner sur un projet de loi continentale contre les abus familiaux. Ma voix, autrefois réduite au silence dans une petite cuisine de Lyon, sera entendue par 450 millions d'Européens. Je pense à cette femme que j'étais il y a 6 mois. Élise la couturière, courbée sous le poids des humiliations, droguée chaque soir par sa propre belle-fille. Cette femme-là est morte dans ce tribunal de Lyon. Celle qui a pris sa place est libre, puissante et déterminée à ce qu'aucune grand-mère, aucun grand-père ne subisse ce que j'ai subi. Mes 190 millions d'euros restants me permettront de vivre confortablement jusqu'à 120 ans. Les 700 millions donnés à l'Institut continueront leur œuvre bien après ma mort. Mon héritage ne sera pas un compte en banque, mais des milliers de vies sauvées. Avant de fermer les yeux, je souris en pensant à cette ironie parfaite. Mes enfants voulaient hériter de 380 000 euros en me tuant. Au final, j'ai hérité de 890 millions en les détruisant. Et maintenant, l'argent des Monteiro protège ceux que leur propre famille voudrait détruire. La justice a parfois un sens de l'humour exquis.